Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la première présentation d'une série de 12 présentations, dont l'objectif est tout simplement d'éduquer l'ensemble des personnes qui viendront lors des meet-up Bitcoin un peu partout en France. Alors, cette présentation numéro 1 a comme titre chapitre 1 Qu'est-ce que Bitcoin et a été réalisée dans le cadre des meet-up de l'association Bitcoin Lille. Alors tout d'abord le sommaire, on va discuter de 6 points aujourd'hui. Le premier point est l'histoire de Bitcoin, ou plutôt une partie de l'histoire de Bitcoin, avant d'échanger sur les points clés de cette technologie. On continuera ensuite sur la réflexion de pourquoi est-ce que Bitcoin est une révolution, et nous échangerons par la suite sur l'introduction du concept des clés privées et publiques, sur comment fonctionne Bitcoin au niveau de son réseau, afin d'en avoir une introduction relativement succincte puisqu'on en parlera plus tard dans l'année. Et en dernier point, on échangera notamment sur les différents chapitres qui seront travaillés tout au long de l'année 2023-2024 lors de ces meet-ups. Alors, premier point, l'histoire de Bitcoin. Alors, l'histoire, elle existe forcément puisqu'il y a des personnes qui viennent à l'écrire, et la personne qui a le plus écrit l'histoire de Bitcoin n'est ni plus ni moins que Satoshi Nakamoto. Alors c'est un pseudonyme, on ne sait pas s'il s'agit d'une personne, de plusieurs personnes, si c'est une femme, un homme, si c'est un groupe de personnes, on n'en a absolument aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une personne qui a codé pendant plusieurs mois le code tout simplement de Bitcoin. Et donc par conséquent, il y a de fortes chances que ce soit un développeur informatique, certainement de formation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un véritable architecte d'un point de vue informatique, puisqu'il a été capable de pouvoir agencer un certain nombre de difficultés, de codes associés au programme de Bitcoin. Il avait une connaissance qui était de plus précise au niveau du fonctionnement du système économique et monétaire au niveau mondial. On en parlera un petit peu plus tard. Évidemment également de certaines notions mathématiques, c'est le cas, on l'observe dans le white paper. Et puis néanmoins, on a quand même pu observer, puisque Satoshi postait régulièrement des emails, enfin plutôt des posts sur Bitcoin Talk ou sur d'autres forums, et échanger avec différentes personnes sur des mails d'une crypto mailing list. On a quand même quelques patterns qu'on a pu déceler au fil du temps, des patterns liés à ses heures de publication. Il a déjà utilisé le datage avec le slash, a déjà référé le prix du Bitcoin avec des euros plutôt que des pounds. Parfois, il utilisait les mots vraiment de l'argot britannique comme bloody dans l'un de ses de ces messages, ce qui nous fait dire que finalement, il est tout à fait possible que Satoshi Nakamoto soit européen, voire même, en fait, tout simplement, est une culture britannique, hein, puisqu'il utilisait des mots très spécifiques associés dans certaines situations, évidemment pas tout le temps, mais dans certaines situations. Et puis, en parallèle, on a déjà remarqué dans l'un de ses posts qu'il utilisait, en parlant de la difficulté qui avait évolué sur le réseau Bitcoin en 2009, le terme hier, alors que en utilisant ce terme, cela signalait que c'était à une date qui était antérieure. Or, aux États-Unis, avec le décalage horaire, cela n'avait pas été encore le cas. On n'était pas encore à hier. Donc, concrètement, on pourrait considérer que Satoshi Nakamoto avait un background européen. On ne peut évidemment pas conclure qu'il était européen, mais c'est un point quand même qui est assez intéressant, et on a pas mal de personnes qui souhaiteraient évidemment savoir qui c'est. Bon, ça reste un mystère. Alors, en parallèle, on parlait de l'histoire de Bitcoin, il y a quand même différentes dates qui sont essentielles. Je vous en ai mis quelques-unes là-dessus qu'on peut retrouver sur le site bitcoin.fr. La première, c'est que Satoshi Nakamoto a commencé à coder le protocole Bitcoin dès le printemps 2007. Alors, en réalité, il n'apparaît dans des mails qu'à partir de 2008, mais néanmoins dans l'un de ses messages, il le dit que ça fait déjà 1 an et demi qu'il travaille sur le protocole Bitcoin et qu'il a commencé à coder, donc on peut estimer vers printemps 2007 le début du travail associé. En août 2008, il poste le nom de domaine bitcoin.org de manière anonyme. Quelques mois après, en octobre, il vient publier le white paper du Bitcoin. Donc le white paper, c'est le livre blanc, c'est en gros un document de recherche de 9 pages qui explique de manière très concise, mais en même temps de manière très claire et très précise, la technologie et le fonctionnement du protocole Bitcoin.
En janvier 2009, il crée le premier bloc de la time chain de la blockchain Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le Genesis block, le bloc numéro 0, et il y inscrit un article du Times. L'article du Times qu'on voit ici, trouvé sur un Explorer, The Times, le 3 janvier 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Donc c'est quand même intéressant parce qu'il y a véritablement une volonté par rapport à cet article qui d'ailleurs n'était trouvable sous ce titre que à Londres le jour de la publication. Il y a vraiment un lien entre Bitcoin et l'économie actuelle. Effectivement, on parlait juste avant du white paper, Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Donc voilà au niveau des différentes dates. Alors forcément, il y en a d'autres. L'une des plus connues, on l'a célébrée l'année précédente, c'était le 21 mai 2010, l'achat de 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. En réalité, c'était pas le premier achat en bitcoin, puisque le 24 février 2010, il y a eu l'achat d'un fond d'écran pour 500 bitcoins. Ça fait cher pour un fond d'écran hein, à l'heure actuelle. Mais donc voici un petit peu ce qu'il en est. Je vous montre d'ailleurs, pour rigoler, la photo de ces 2 pizzas qui ont été achetées par une personne dont le prénom était Laszlo et de ses 2 enfants, dont une était au chorizo. Alors, au niveau de l'histoire, il y a 2 dates qui sont par la suite très importantes. La première date, c'est le 12 décembre 2010. Lors de cette date, Satoshi va poster son dernier message public sur le forum qu'il a créé quelques mois plus tôt, le forum bitcointalk.org, où il parle des attaques à la ligne service, rien vraiment de particulier qui signale le fait qu'il va arrêter de poster des messages sur différents forums. Et le 23 avril 2011, on a l'information, enfin, il poste un dernier échange avec un de ses, entre guillemets, on pourrait dire amis, plutôt une personne qui s'intéressait extrêmement à Bitcoin et au protocole Bitcoin. Et dans ce dernier échange, Satoshi vient dire: je suis passé à d'autres choses. Bitcoin est désormais entre de bonnes mains, celle de Gavin, donc Gavin Anderson, et de tout le monde. Gavin Anderson, qui était l'un des premiers développeurs de Bitcoin et qui aidait Satoshi Nakamoto par rapport à pas mal de problématiques. C'est très intéressant parce que par rapport à l'histoire de Bitcoin, en fait, ce dernier message est certes un message privé, mais c'est le dernier qu'on a véritablement de Satoshi Nakamoto. Et il y a pas mal de théories qui viennent à dire que, et c'est le cas, hein, mais Gavin Andresen a annoncé le 27 avril 2011 qu'il allait réaliser une présentation de Bitcoin, puisque la CIA lui l'avait demandé, que cette présentation allait se dérouler en juin. Et pas mal de personnes disent que Satoshi Nakamoto, à ce moment-là, a pris peur parce qu'il s'est rendu compte, il a pris conscience que la CIA, que la NSA étaient en train de s'intéresser véritablement à ce qu'était Bitcoin, et il ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit, enfin on va dire une figure qui soit à la tête de Bitcoin. Et donc ce serait potentiellement la raison pour laquelle, en avril 2011, Satoshi poste son dernier échange et discute pour la dernière fois de Bitcoin. Il y a plein de théories plus ou moins conspiratistes qui disent que derrière, en fait, Satoshi Nakamoto était telle ou telle personne qui est plus ou moins décédée ou je ne sais quoi. On ne le saura certainement jamais, et puis j'ai envie de dire, tant mieux. Voilà ce qu'il en était pour l'histoire de Bitcoin. Alors, évidemment, cette histoire est nettement et très fortement associée à la publication en 2009 du white paper de Bitcoin, dont le titre est Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, qu'on peut traduire en français avec la première traduction qui date de Bitcoin Talk il y a quelques années, je crois que c'était 2010 ou 2011, Bitcoin, système de monnaie électronique en pair à pair. Alors, bon, le résumé et l'abstract de ce white paper est assez clair. Un système de monnaie électronique entièrement en pair à pair permettrait d'effectuer des paiements en ligne directement d'un individu à un autre, sans passer par une institution financière. Les signatures numériques offrent une telle solution, mais perdent leur intérêt dès lors qu'un tiers de confiance est requis pour empêcher le double paiement. Nous proposons une solution au problème du double paiement en utilisant un réseau en pair à pair. Finalement, en fait, ne serait-ce que dans cet abstract, on a quasiment les plus gros points de ce qu'est véritablement Bitcoin en tant que révolution qui apparaissent. Alors Bitcoin, c'est plein de choses. Il y a beaucoup de points clés associés. La première chose, c'est que Bitcoin est utilisable sans condition. Quelles que soient les personnes, et on le sait dans le monde actuellement, il y a à peu près 1,5 milliard de personnes qui ne disposent pas de compte bancaire, soit une personne sur 5 dans le monde, c'est dingue. Pourquoi ? Parce que des fois il y a des interdictions, des manques, des impossibilités, et Bitcoin est utilisable sans condition par tout le monde, y compris par les femmes qui dans certains pays n'ont pas l'autorisation légale de leur conjoint pour pouvoir le faire. N'importe quand et n'importe où. Les banques sont fermées parfois le week-end, les jours fériés, ou même des fois il y a des problèmes au niveau des guichets électroniques qui sont indisponibles dans tout un pays. Bitcoin, le réseau fonctionne
constamment, et cela juste avec un téléphone portable et un réseau SMS voire Internet pour pouvoir l'utiliser. C'est un réseau qui est équitable, quelles que soient les personnes qui l'utilisent, pour les mineurs, pour les validateurs, pour les utilisateurs, on en parlera plus tard, indépendamment de tout ce qu'on veut. C'est également un réseau qui est transparent, puisque Bitcoin est totalement lisible, on peut tout lire sur la blockchain, c'est ce que j'ai fait il y a quelques secondes avec le premier bloc de Bitcoin, où on pouvait lire les transactions, potentiellement des signatures s'il y en avait, la date, etc. etc. Et puis également, Bitcoin, c'est un réseau qui est anonyme. Alors anonyme puisque tout simplement, lorsqu'on fait attention à son identité et à son hygiène numérique, eh bien on peut tout simplement faire en sorte que les échanges qu'on réalise, même si on peut voir que ces échanges se sont réalisés, eh bien ne soient pas associés à notre identité réelle. Par contre, effectivement, la plupart du temps, puisque pas mal de personnes passent par des plateformes en KYC ou autres, en réalité, Bitcoin n'est pas anonyme et plutôt pseudonyme. Évidemment, il faut faire attention à l'hygiène numérique que l'on a. C'est une technologie, c'est un outil qui est profondément apolitique. D'ailleurs, l'analyse de l'entièreté des messages de Satoshi Nakamoto a tout simplement mis en relief et souligné sa véritable volonté de ne pas induire des idées politiques ou une idéologie politique qui lui appartient dans ses posts, dans ses réponses, etc. Bitcoin est également inclusif, puisqu'évidemment, son objectif, c'est, puisqu'il n'y a pas une personne qui est à sa tête et que c'est la propriété de tous, de faire en sorte que tout le monde puisse apporter sans condition son aide et apporter sa pierre à l'édifice à ce qu'est Bitcoin, notamment par le réseau de validateurs ou de sécurisateurs avec les mineurs de Bitcoin et de son protocole, et enfin de son réseau plutôt. Et enfin, c'est également un protocole qui est déterministe, puisqu'il agira toujours de la même manière, avec des règles qui sont déjà prédéfinies, qui ne changeront pas en cours de route. On parlera notamment dans l'année du halving, des 21 millions de Bitcoin, qui est la limite maximale de Bitcoin qui pourrait apparaître, etc. Et puis, de plus, au niveau technologique, et c'est quand même ce qui est présent dans l'abstract du white paper, Bitcoin, il y a 5 points qui sont essentiels. Le premier, c'est que Bitcoin se passe des tiers de confiance. Un tiers de confiance, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, votre banque. Si vous voulez envoyer 50 € à Madame Michu, donc à votre grand-mère, eh bien, vous allez devoir, par le biais de votre banque, en fait, faire une transaction. C'est bien, mais la banque va avoir la possibilité, si elle le souhaite, d'annuler cette transaction, de lui faire marche arrière, de vous bloquer votre compte, etc. Eh bien, avec Bitcoin, ce n'est absolument pas le cas. Les Bitcoins qui sont envoyés, ou les Satoshi qui sont envoyés, ne passent pas par un tiers de confiance, et donc par conséquent, il ne peut pas y avoir de marche arrière. Une fois que c'est envoyé, point, et ne transite qu'entre les deux intermédiaires qui sont, entre guillemets, l'acheteur et le receveur. En parallèle, Bitcoin résout également un dilemme informatique qui est ce qu'on appelle la double dépense. Pour l'expliquer très simplement, on peut copier-coller un fichier sans aucun problème. Donc on pourrait tout à fait faire la même chose pour un jeton informatique. Il y a des monnaies qui ont été lancées avant Bitcoin et qui ne résolvaient pas ce problème. Eh bien, aucun Bitcoin ne peut être dupliqué et dépensé en même temps 2 fois. Donc, il résout un problème, celui de la double dépense. En parallèle, c'est un réseau qui est totalement incensurable. Le réseau sur lequel repose Bitcoin au niveau non pas de sa sécurité, mais au niveau de sa décentralisation, est totalement autonome et toutes les transactions sont validées automatiquement, quelles que soient les conditions, par le protocole, à condition évidemment que ces transactions ne soient pas là dans l'objectif de réaliser une double dépense, mais dans ce cas-là, ce serait véritablement entre guillemets un hack du réseau, ce qui ne peut pas arriver de par le protocole Bitcoin, et donc cette incensurabilité du réseau est due notamment à son réseau de nœuds présent partout dans le monde, qui n'est pas contrôlé par une seule personne, puisque comme je le disais précédemment, le réseau, d'ailleurs je ne l'ai pas écrit, mais le réseau est véritablement décentralisé, et ça c'est un point qui est important. C'est également un réseau hautement sécurisé, puisque sa sécurité elle va reposer sur des calculs informatiques relativement complexes, qui sont réalisés par des millions de machines aux 4 coins du globe. Ces machines sont utilisées par ce qu'on appelle les mineurs de Bitcoin et qui sont eux-mêmes incités à sécuriser le réseau grâce à ce qu'on appelle la preuve de travail, on en parlera également plus tard dans l'année. Et puis Bitcoin promeut également une nouvelle économie, une économie qui est déflationniste, puisqu'il y a un nombre fini de Bitcoin en circulation
finalement dans le futur. Ce nombre, c'est 21 millions. D'ailleurs, c'est un tout petit peu moins à 200-300 000 Satoshi près. On a la formule mathématique qui d'ailleurs permet d'obtenir ce nombre. Et l'émission finalement des bitcoins de par le protocole de Bitcoin, le consensus de Nakamoto, fait qu'en fait, en réalité, ces bitcoins deviennent de plus en plus rares. Alors ça fait beaucoup de points clés, et puis on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Bitcoin est véritablement une révolution? Finalement, en fait, pour tout ça. Parce que c'est la seule, et c'est surtout la première monnaie qui, à l'heure actuelle, a été capable de pouvoir résoudre tous ces problèmes en une seule fois. Donc on pourrait dire que tout simplement, pour simplifier, Bitcoin permet d'échanger de la monnaie numérique. Il se passe d'un tiers de confiance, il est équitable, il est accessible par tout le monde sans aucune condition, de manière totalement incensurable, et c'est un réseau anonyme avec une économie qui va être déflationniste dans le temps. Et ça amorce une véritable révolution par rapport à ce qu'on connaît actuellement de la monnaie, qui certes peut être échangée par des pièces, des transactions numériques, etc., ou même des billets, mais qui passent forcément par un tiers de confiance quand on passe par une banque avec une transaction numérique, qui en parallèle n'est pas équitable, puisqu'il y a des monnaies qui sont un peu partout dans le monde, avec des inflations dingues, des déflations de la monnaie, etc., qui ne sont pas accessibles par tout le monde, puisqu'il y a plus de 20% de la population qui n'accède pas à un compte en banque ou autre, qui peuvent être censurés par le tiers de confiance, qui ne sont pas anonymes, et finalement qui sont tout sauf déflationnistes, mais qui sont inflationnistes, puisqu'il peut y avoir une infinité de monnaies qui est créée. Et donc Bitcoin, je dirais pas que c'est l'oxymore à tout ça, mais en tout cas, ça apporte une véritable réponse à une problématique sociétale qui est nécessaire et qu'on doit avoir. Et c'est pour ça qu'en somme, Bitcoin est une révolution. Alors, c'est vrai que Bitcoin, on a souvent pas mal de détracteurs qui viennent à dire que Bitcoin n'est pas rapide. C'est vrai. Lorsqu'on envoie un Bitcoin à une autre personne, il faut 6 blocs approximativement pour que cette transaction soit définitivement validée. C'est l'équivalent à peu près d'une petite heure. En parallèle, Bitcoin est coûteux. Pour envoyer, par exemple, on va dire 5 dollars, on va dire 6 dollars dans une transaction, si on transfère en fiat, eh bien il faut généralement entre 1 et 5 dollars de frais. Ça peut même monter beaucoup plus. L'ATH actuellement sur les frais est à quasiment 60 dollars lors du pic lors du bull run précédent. Et puis en parallèle, c'est pas scalable. Enfin, concrètement, le réseau Bitcoin ne peut avoir qu'un certain nombre de transactions par bloc, et donc on peut considérer qu'au maximum, il ne peut valider que 7 transactions par seconde. Comparé à des réseaux de paiement comme c'est le cas par exemple avec Visa, Mastercard, mais attention, qui eux passent par un tiers de confiance, c'est pas pareil. Et donc du coup, les problématiques ne sont pas les mêmes. Alors, le trop coûteux, évidemment, ça dépend. Visa, Mastercard, c'est un pourcentage du montant. Là, dans le cas de Bitcoin, c'est des frais qui sont fixes, mais derrière, on peut envoyer des centaines de millions de dollars juste pour 1 dollar. Et alors que sur Visa ou Mastercard, ce serait plusieurs milliers d'euros. En parallèle, on parle de la rapidité. Oui, mais la rapidité, enfin le fait que le réseau ne soit pas extrêmement rapide, je parle pour le réseau Bitcoin, fait aussi qu'il y a la sécurité qui est associée. Et en parallèle, quand on parle de la scalabilité avec les 7 TPS Bitcoin par rapport aux plusieurs milliers de TPS sur le réseau Mastercard et Visa, en réalité, il y a des solutions qui existent, et l'une des solutions dont on parlera cette année, qui est elle aussi révolutionnaire, c'est une surcouche de Bitcoin qu'on appelle le Lightning Network, qui permet d'atteindre près de 1 million de transactions par seconde. Ça permet carrément de régler le problème. Véritablement, Bitcoin, en fait, c'est la couche de base sur laquelle ensuite on peut greffer, entre guillemets, de nouvelles technologies. Alors, on va passer à un nouveau point, on va parler des transactions Bitcoin, et on va introduire assez rapidement le concept de clé dont on parlera dans les 2 prochains chapitres. Alors pour faire simple, on va considérer qu'on a Bob, ici on a Bob, qui va vouloir envoyer, qui va vouloir recevoir et ou envoyer du Bitcoin à une autre personne, à Alice. Alors Bob, qui veut recevoir des Bitcoins, va avoir nécessairement besoin d'un portefeuille Bitcoin avec des adresses Bitcoin. Ce portefeuille vient d'où? Il vient de ce qu'on appelle une graine. En anglais, on appelle ça la seed phrase. Une seed phrase, en fait, vient tout simplement et correspond à une suite de 12 à 24 mots. Qui, donc suivant le protocole, BIP39, 32 ou autre, qui sortent d'un dictionnaire avec 2048 mots.
Pour vous donner une idée, hein, si on prend 12 mots par rapport à ces 2048 mots, il y a près de 5000 milliards de fois plus de combinaisons possibles que d'atomes dans le corps humain. Pour vous dire le nombre de seed phrases qui sont possibles. Ça veut dire que si vous en créez une au pif par rapport à ce dictionnaire de 2048 mots, concrètement, eh ben, il va falloir que vous fassiez 5000 milliards de fois pour trouver en fait finalement une seed phrase qui correspond. En parallèle, grâce à cette seed phrase, alors là je vais vraiment beaucoup simplifier parce qu'il y a des étapes intermédiaires dont on parlera dans d'autres chapitres, mais en réalité ce qu'il se passe, c'est que cette seed phrase va être hachée, recodée, transformée à plusieurs reprises par des algorithmes extrêmement sécuritaires, notamment les algorithmes SHA-256 ou autres, qui derrière vont permettre d'obtenir ce qu'on appelle des clés publiques, des public keys en anglais, comme les trois que j'ai associés ici. Et par rapport à ces public keys, on va pouvoir derrière leur envoyer du Bitcoin. Là, par exemple, j'ai pris trois clés publiques qui sont associées à un forum Bitcoin Talk où il y avait justement un descriptif de ces différentes étapes. Que je n'ai pas véritablement détaillé puisque je reste concis par rapport à cela. Et en fait, en réalité, on observe que sur la première adresse, 14, LR, etc., eh bien, en final, il n'y a aucun Bitcoin qui a été reçu, le solde est de 0 BTC, etc., etc. Alors ça, c'est ce qu'il en est. Donc, Bob, pour recevoir du Bitcoin, mais aussi pour envoyer, a besoin d'une seed phrase et d'un portefeuille sur lequel il va faire tout ça. Alors, on va partir du principe qu'on a Bob et Alice. Bob est un serveur, il est dans un bar, lui, il est avide de Bitcoin, c'est pas Oncle Picsou, mais presque, il veut du Bitcoin, et Alice, par exemple, elle, de son côté, rêve absolument d'une bonne bière fraîche. Alors Alice va donc devoir payer en Bitcoin le serveur qui est Bob et qui dispose de la bière. Alors pour cela, Alice va avoir besoin d'un portefeuille. Un des portefeuilles connus dans le monde de Bitcoin, c'est par exemple le portefeuille Electrum, qui est disponible avec un petit programme sur ordinateur, mais également une application sur téléphone. Alors sur ce portefeuille, elle va décider de créer, comme on l'a dit avant, une graine, une seed phrase, avec par exemple 12 mots. Et ces 12 mots, donc c'est une clé privée, elle va absolument devoir la conserver pour elle, jamais elle ne devra la montrer. C'est essentiel, en gros c'est un peu l'équivalent du mot de passe tout simplement de son portefeuille. Si elle le donne à quelqu'un d'autre peut accéder à son portefeuille et ensuite faire ce qu'il en veut. De cette seed phrase, elle va obtenir différentes adresses. Ici, j'ai entre guillemets mis deux adresses. Une première adresse, donc je n'ai pas mis les différentes lettres, mais c'est pour vous donner l'idée, qui dispose de 1 Bitcoin, et une deuxième qui dispose de 0 Bitcoin qui n'a jamais été utilisé. Puisqu'en réalité, sur un portefeuille, on a des centaines d'adresses, certaines qui vont être utilisées et d'autres qui vont certainement jamais ne l'être. Et donc Alice va dire, bah tiens, moi je vais envoyer du Bitcoin à Bob. Alors Bob, lui, en parallèle, à droite, a aussi Electrum, ou un autre portefeuille, a aussi sa propre seed phrase, qui vient du dictionnaire de 2048 mots, et lui a deux adresses, toutes deux qui sont avec un solde vide de Bitcoin, 0 BTC, 0 BTC. Bon, bah Alice, sur son portefeuille, va prendre une des adresses que va lui donner Bob, par exemple via un QR code ou la liste de chaînes qui est présente ici, et puis elle va s'amuser, elle va lui envoyer 0,1 Bitcoin qui correspond au prix que demande Bob pour sa bière. Ça fait une bière chère, mais après tout, la bière n'a pas de prix. Et puis elle va cliquer sur Save et la transaction va se réaliser. Et de ce fait, on va avoir finalement Alice qui va envoyer ses 0,1 Bitcoin à Bob. L'adresse numéro 1 de Alice n'aura donc plus 1 Bitcoin mais 0,9 Bitcoin, tandis qu'en parallèle, Bob, lui, n'aura plus dans sa première adresse 0 Bitcoin mais 0,1 Bitcoin. Alors ça va prendre un petit temps, il y aura les frais dont on a rapidement parlé tout à l'heure et on parlera plus tard dans l'année, mais effectivement, c'est comme ça que se réalise sur le principe une transaction sur le réseau Bitcoin entre deux intermédiaires, deux utilisateurs. Alors, un autre point qui est important, histoire de commencer l'année bien, c'est d'avoir un petit peu rapidement comment fonctionne le protocole Bitcoin. Alors pour simplifier, on pourrait considérer qu'on a trois intermédiaires. On a les mineurs, on a les validateurs, et on a les utilisateurs avec Alice et Bob. Alors les mineurs, c'est pas des personnes qui ont des pioches, c'est pas des personnes qui vont chercher du Bitcoin sous terre. Les mineurs sont des personnes qui vont sécuriser le réseau par le biais de machines informatiques précises, des cartes graphiques dans le temps et maintenant ce qu'on appelle les ASICs. Les validateurs, c'est tout simplement des personnes qui disposent soit d'un ordinateur,
soit d'un Raspberry Pi, qui est une sorte de carte électronique, plus ou moins petit ordinateur, ou même d'un téléphone portable dans certaines situations, on en parlera aussi plus tard dans l'année. Et donc c'est tout simplement des personnes qui ont un logiciel qui tourne sur leur machine, qui va permettre de recevoir les transactions, les valider ou autres. Et en parallèle, les utilisateurs qui vont utiliser le réseau. Alors là, dans notre situation, on voulait que Alice envoie du Bitcoin à Bob. Comment concrètement ça se passe? Eh bien, Alice, elle, en fait, elle va vouloir envoyer 0,1 Bitcoin à Bob. Pour ce faire, elle va ouvrir son portefeuille Electrum qui est ici. En tapant sur Save, sur l'icône qui est juste avant, le portefeuille va envoyer à un nœud ou à plusieurs nœuds auxquels il est connecté l'information que l'adresse de Alice va vouloir envoyer 0,1 Bitcoin à l'adresse de Bob, qui sont des adresses publiques. Mais Alice est connectée à son portefeuille, donc dispose de la légitimité d'envoyer ces bitcoins. Le nœud en question va donc contacter le réseau et va dire bah tiens, maintenant j'ai cette transaction là qui est demandée et il va falloir finalement qu'on la valide. Pour ce faire, pour la valider, il va falloir qu'elle rentre dans un bloc. C'est pour ça qu'on parle de la blockchain. La time chain, c'est la chaîne de blocs qui est présente ici. On avait plein de blocs les uns après les autres, et là on a un bloc qui est actuellement grisé, c'est le bloc qui est en train d'être construit. Il reste de la place dans ce bloc. Donc les nœuds vont dire, bah tiens, maintenant il va falloir rajouter cette transaction dans ce bloc-là. Pour que ce bloc soit validé, il va falloir qu'il soit sécurisé. Donc que toutes les transactions de ce bloc soient finalement vérifiées, afin de vérifier qu'il n'y ait pas eu de fraude, autrement dit de double dépense. Pour ce faire, un des nœuds va envoyer l'information au mineur et va lui dire, par exemple, tiens, toi, tel mineur, je vais vouloir que tu fasses les tests pour finalement voir si tout fonctionne. Pour faire ces tests, on va passer un petit peu rapidement. Il faut que les machines informatiques fassent des calculs complexes et trouvent une valeur précise qui, une fois qu'elle est trouvée, va être remontée au nœud en question. Et à ce moment-là, le nœud qui est en rose dira à l'ensemble du réseau, tiens, il y a une personne qui a trouvé la bonne solution, vérifiez que c'est la bonne, et bien à ce moment-là, on va considérer que le bloc est validé, et le bloc qui était gris va passer du coup désormais en bleu. Une fois que c'est fait, eh bien ce qui va se passer, c'est que le réseau va donc considérer que le bloc devient maintenant un bloc correct. Donc le bloc va passer en bleu, donc ils vont transformer la chaîne en le dernier bloc devient bleu puisqu'il est validé. Et sur chacun des nœuds partout dans le monde sur le réseau, ils vont désormais ajouter au sein de leur disque dur le fait que le nouveau bloc est valide, il est valide à jamais. Et ensuite on passe sur un nouveau bloc. Et donc on a Alice qui a envoyé du Bitcoin, donc 0,1 Bitcoin, à son copain Bob. Voici comment, assez succinctement, fonctionne la blockchain, et fonctionne tout simplement le réseau Bitcoin. C'est pas hyper compliqué à comprendre, mais finalement, pour pouvoir vraiment être capable de l'expliquer, il faut comprendre en détail les choses, et puis évidemment, vous vous en doutez, il y a des petites parties que j'ai volontairement scindées, et sur lesquelles je ne suis pas rentré. Alors, le dernier point, et on va finir là-dessus, ça nous fera une demi-heure, c'est de parler tout simplement de la progression qu'on aura au cours de l'année. Pour vous donner un petit peu une idée, sur les 12 mois qui vont venir, on va échanger sur beaucoup de thèmes. Le premier thème, c'était qu'est-ce que Bitcoin? Et ensuite, dans les 2 prochains mois, en octobre et novembre, vous avez compris, la première lettre qui est présente dans le rond qui est orange, c'est le mois en question. Et J, c'est juin-juillet. La deuxième et troisième chapitre correspondent tout simplement à la compréhension des transactions sur Bitcoin. Là, on l'a fait vraiment très rapidement pour que vous ayez déjà, mais vous l'aviez certainement déjà en tête, une réflexion et que vous sachiez un petit peu comment ça se passe, mais on ira plus profondément là-dessus avec la lecture de l'Explorer et tout. En décembre, on parlera du Lightning Network, puis on fera une pause en janvier puisqu'il y aura certainement pas mal de monde qui ne seront pas présents de par les fêtes sur qu'est-ce que le minage. En février, on montrera un nœud Bitcoin et surtout le Lightning Network qui nous permettront en mars de pouvoir l'utiliser et faire un workshop avec l'utilisation du Lightning Network au quotidien avec paiement. En avril, un point qui est essentiel mais qu'on oublie souvent, la sécurisation des fonds, notamment de sa clé privée, et on en parlera du coup là-dessus en mai. Et puis en juin, on parlera toujours dans l'idée de sécurité d'un terme qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la multisig. On verra à quoi ça correspond et comment mettre ça facilement en place avec les outils associés. Et puis en juillet et en août, un peu avant le bull run, on parlera tout simplement de comment on peut anticiper un bull run,
qu'est-ce que c'est, comment on peut s'y préparer notamment sur le plan mental, en fonction des stratégies qu'on a. Et enfin, dans un dernier point, en août, lors des vacances, eh ben, le fisc n'est jamais bien loin, et il faut, avant de réaliser les transactions ou faire de la prise de profit, si on décide d'en prendre par rapport à de la vente de Bitcoin, eh bien savoir concrètement à quoi ça correspond, les droits qu'on a, et au contraire ce qu'on devrait potentiellement payer si on prend des profits. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour le programme de cette année. L'objectif est évidemment de faire en sorte que un maximum de personnes puissent, chacun de son côté, step up au niveau des compétences, et on se dit à dans quelques semaines.